Un matin d'avril 2008, à 6h15 précise, une paire de gants de ménage bleus, neufs, attendait sur un comptoir en marbre. Un détail banal. Pourtant, il annonçait une absence. C'était le début d'un mystère parisien qui allait défier le temps. Nous allons vous montrer comment un simple rapport de laboratoire, des années plus tard, a révélé un élément minuscule. Ce détail a transformé une disparition banale en une énigme macabre. Si l'investigation sérieuse vous intéresse, inscrivez-vous maintenant. Cela maintient le cas vivant et porte cette histoire à plus de gens. Béatrice Dupont avait 48 ans. Ses cheveux châtains étaient toujours tirés en arrière, souvent noués d'un simple élastique. Son regard, souvent doux, trahissait une certaine fatigue, mais aussi une dignité discrète. Béatrice était femme de ménage. Elle vivait seule dans un petit appartement, au 5e étage d'un immeuble haussmannien du 18e arrondissement. Son quotidien était fait de trajets en bus, de surface à récurer et du parfum du savon de Marseille. Elle rêvait d'économiser pour un voyage en Bretagne. C'était sa terre natale, son refuge secret, un lieu qu'elle évoquait avec une pointe de nostalgie. Son voisin du palier, Monsieur Dugois, un retraité discret, se souvient d'elle avec affection. Une femme discrète, toujours polie, jamais un mot plus haut que l'autre, a-t-il confié aux enquêteurs. Elle aimait ses plantes vertes, elle leur parlait parfois. Une âme simple, en apparence. Béatrice était une femme de routine, une horloge. Chaque matin, son réveil sonnait à 5h30 précise. Elle buvait son café noir, sans sucre, préparait son petit sac. Puis elle sortait, toujours à la même heure, vers 6h, pour prendre le bus 80. Son premier client l'attendait rue Ordener, dans le 18e. C'était un grand bureau d'architecte, toujours impeccable, qu'elle nettoyait jusqu'à 8h. Ensuite, elle rejoignait une famille aisée dans le 17e arrondissement. Elle y travaillait jusqu'à midi. L'après-midi, de 14h à 17h, elle s'occupait d'une petite boutique de prêt-à-porter, près de la place Clichy. C'était son dernier emploi de la journée avant de rentrer chez elle. Le 24 avril 2008, la routine inébranlable de Béatrice a été brisée. Elle est partie de chez elle, comme d'habitude. Les caméras de surveillance du bus 80 l'ont filmée, à 6h10, assise près de la fenêtre. Elle descendait à son arrêt habituel, à 6h35, à quelques mètres du bureau d'architecte. Mais ce jour-là, elle n'est jamais arrivée chez les architectes. Son employeur, Monsieur Martin, a tenté de la joindre dès 8h15. Son téléphone a sonné dans le vide, sans messagerie. Ce n'était pas son genre du tout, a déclaré Monsieur Martin à la police. Jamais un retard, jamais une absence imprévue en 10 ans. Les heures passaient, la tension montait, ses clients s'inquiétaient, puis ses voisins, alertés par son absence prolongée. Le commissariat du 18e a été contacté le soir même, vers 20h00. L'inspecteur Camille Leroy, une femme d'expérience, a pris l'affaire en main. Aucune trace d'effraction chez elle, a-t-elle noté dans son rapport. Son portefeuille, ses cartes bancaires et ses papiers d'identité étaient là, posés sur la table. Seules ses clés de travail, celles de ses clients, manquaient. Étrange, n'est-ce pas, qu'elle ait laissé ses effets personnels mais emporté les clés de son travail manquant. Que pensez-vous de ce détail précis des clés manquantes? Commentez avec votre première impression. Cela aide à comprendre. Les premières hypothèses se sont rapidement dessinées. Hypothèse A, une fugue volontaire. Béatrice, lassée de sa vie, aurait pu vouloir changer d'air, disparaître. Hypothèse B, un accident malheureux, une chute, un malaise, quelque chose d'imprévu. Hypothèse C, une agression. Le quartier, bien que vibrant de vie, connaissait des zones d'ombre, des recoins moins sûrs. L'inspecteur Leroy a mobilisé ses équipes avec diligence. Ils ont examiné les relevés téléphoniques de Béatrice les 90 derniers jours. Aucun appel suspect, aucune communication étrange n'est apparue. Les dernières conversations étaient avec sa sœur, des banalités quotidiennes. Ses comptes bancaires sont restés désespérément inactifs depuis le matin de sa disparition. Cela a-t-il vraiment éliminé l'idée d'une fugue si elle n'avait pas d'argent sur elle?
Les policiers ont interrogé le voisinage, des dizaines de personnes. Ils ont ratissé les rues proches de son domicile, sur un périmètre de 500 mètres. Des affiches de recherche, avec son portrait souriant, ont été placardées. Des dizaines de témoignages ont été recueillis. Chaque mot, chaque détail, vérifié un par un. Des centaines d'heures de travail acharné, sans le moindre succès probant. Si ces données doivent atteindre plus de gens pour qu'ils soient informés, laissez un like maintenant. Le mystère s'épaississait. Quel élément crucial manquait-il à cette enquête? Un élément qui changerait tout. Quel élément crucial manquait-il à cette enquête? Un élément qui changerait tout. Les enquêteurs ont d'abord exploré la piste de l'environnement de Béatrice. Leurs pas les ont menés au marché animé de la Goutte d'Or, aux terrasses bondées des bistrots. Ils ont interrogé les commerçants, les voisins, les habitués des rues qu'elle arpentait. Chaque visage était scruté, chaque mot pesé. Mais le 18e arrondissement, malgré sa vitalité, pouvait aussi être un lieu d'anonymat profond. Comment une femme si discrète pouvait-elle simplement s'évaporer sans un cri? L'inspecteur Leroy a déployé des moyens considérables. Les images de vidéosurveillance urbaine ont été épluchées. Des heures et des heures de bande ont été visionnées. Les alentours de la rue Ordener, puis ceux du 17e arrondissement, ont été passés au peigne fin. Chaque caméra publique, chaque enregistrement privé a été sollicité. On cherchait un signe, une silhouette familière, un détail qui trahirait son chemin. Mais le flux incessant des passants masquait toute trace. Les recherches se sont étendues. Des équipes cynophiles ont été mobilisées. Elles ont arpenté les parcs, les squares, les friches urbaines du secteur. Le long du canal Saint-Martin, à quelques kilomètres, des plongeurs ont sondé les eaux froides. Ils cherchaient un corps, un sac, n'importe quel indice. Le périmètre de recherche a couvert plus de 10 km². Plus de 300 personnes ont été interrogées en quelques semaines. Des efforts colossaux. Pour quel résultat? Un silence assourdissant. L'hypothèse A, celle d'une fugue volontaire, commençait à vaciller. Béatrice avait laissé son portefeuille, ses papiers d'identité, la quasi-totalité de ses économies. Une fuite sans argent, sans bagages, cela semblait invraisemblable. Une fugue n'est pas crédible si la personne n'a aucun moyen de subsistance, a affirmé l'inspecteur Leroy dans son rapport. Elle n'a pris que ses clés de travail. Ce détail, loin de clarifier, rendait la situation plus trouble. Pourquoi ces clés de travail et rien d'autre? L'idée d'un accident, hypothèse B, a été examinée avec attention. Une chute dans un escalier, un malaise sur la voie publique. Les hôpitaux parisiens ont été contactés. Toutes les admissions non identifiées ont été vérifiées. Les morgues également. Aucun corps ne correspondait au signalement de Béatrice Dupont. La ville, dans son gigantisme, pouvait-elle cacher un corps pendant des jours, des semaines? Restait l'hypothèse C, celle d'une agression. Le quartier, bien que populaire et vivant, connaissait ces zones d'ombre. Des petites ruelles mal éclairées, des immeubles anciens avec des accès discrets. Un vol qui aurait mal tourné? Une mauvaise rencontre? Mais Béatrice ne portait jamais d'objet de valeur. Elle était discrète, presque effacée. Qui aurait pu s'en prendre à elle? Une femme sans histoire. Si ces données doivent atteindre plus de gens pour qu'ils soient informés, laissez un like maintenant. Les mois ont passé, puis les années. L'enquête, malgré la bonne volonté des équipes, a progressivement ralenti. Le dossier de Béatrice Dupont a été classé parmi les cold cases. Un nom de plus sur une longue liste de disparus. La famille, désemparée, a continué de chercher, d'appeler, de placarder des affiches. Mais l'espoir s'amenuisait. Une décennie s'est écoulée. Qui se souvenait encore de cette femme de ménage discrète? Le temps, parfois, est le plus patient des enquêteurs. Il travaille en silence, sous la terre, sous les pierres. Il attend le moment propice pour révéler ses secrets. Et ce moment allait arriver loin du 18e arrondissement, dans un lieu inattendu. Un lieu de transformation, de poussière et de béton. Que se passait-il vraiment pendant toutes ces années de silence?
Le temps, parfois, est le plus patient des enquêteurs. Il travaille en silence, sous la terre, sous les pierres. Il attend le moment propice pour révéler ses secrets. Et ce moment allait arriver, loin du 18e arrondissement, dans un lieu inattendu. Un lieu de transformation, de poussière et de béton. Que se passait-il vraiment pendant toutes ces années de silence? 10 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Béatrice Dupont. Paris avait continué sa course effrénée. Les visages avaient changé, les immeubles s'étaient élevés. En 2018, dans le 19e arrondissement, près de la porte de la Villette, une friche industrielle désaffectée connaissait une profonde mutation. Des pelleteuses mordaient la terre, arrachant des décennies de débris et d'oubli. C'était un terrain vague, parsemé de gravats, sous un ciel de fin d'après-midi teinté d'un orange mélancolique. Un après-midi d'octobre, vers 16h30, la routine d'un chantier a été brutalement interrompue. Une pelle mécanique, en déblayant un monticule de terre et de ferraille, a heurté quelque chose d'inattendu. Un fragment d'os est apparu, puis un autre. La terre, humide, sombre, a commencé à révéler une histoire bien plus ancienne que les fondations qu'on s'apprêtait à poser. Le bruit des machines s'est tu. Un silence lourd a envahi le chantier. Ce n'était pas un simple déchet, a déclaré Pascal Lefebvre, chef de chantier, aux policiers. Il y avait une forme, une texture, quelque chose d'humain, une couleur étrange, sous la terre. Son ton était empreinte d'une gravité palpable. L'équipe a immédiatement alerté les autorités. Les lieux ont été bouclés, transformés en scène de crime potentiel. La lumière crue des projecteurs s'est substituée au soleil couchant. La police scientifique est intervenue avec une précision chirurgicale. Des archéologues forensiques ont pris le relais des ouvriers. Chaque parcelle de terre était tamisée avec minutie. C'est ainsi que des restes humains, presque complets, ont été exhumés. Un travail lent, méthodique, qui a duré plusieurs jours. La découverte était macabre, mais chaque os racontait une partie du passé. Chaque fragment de tissu, chaque mèche de cheveux était un indice précieux. Les analyses ont été menées tambour battant. Les techniques modernes, bien plus avancées qu'en 2008, ont été mises à contribution. Des échantillons d'ADN ont été prélevés, comparés aux bases de données des disparus. Les dossiers dentaires de Béatrice Dupont, conservés par sa famille, ont été examinés. Le verdict est tombé, implacable. Les ossements appartenaient à Béatrice Dupont. La femme de ménage discrète, disparue 10 ans plus tôt, avait enfin été retrouvée. Mais dans quelles circonstances? Comment son corps avait-il atterri là, si loin de son quartier? Cette découverte a balayé des années de doutes et d'incertitudes. Béatrice n'avait pas fui, elle n'avait pas été victime d'un accident banal, son corps simplement égaré dans la ville. Elle était morte et son corps avait été dissimulé avec l'intention de ne jamais être retrouvé. Le dossier de Béatrice Dupont, classé Cold Case, venait de se réchauffer brutalement. L'enquête prenait une tournure radicalement différente. Les hypothèses A, fugue, et B, accident, s'effondraient, ne laissant qu'une seule piste plausible. Ce qui était perçu comme une simple disparition prenait désormais la dimension d'un crime. Le détail des clés de travail, emportées par Béatrice ce matin d'avril 2008, tandis que tous ses effets personnels restaient chez elle, résonnait soudain avec une nouvelle gravité. Était-ce une tentative de simuler une absence volontaire de sa part, comme si elle s'était rendue au travail, ou un geste de son agresseur pour brouiller les pistes, faire croire à une fuite? Maintenant que nous savons qu'il s'agit d'un crime, quelle est votre théorie? Commentez avec la lettre A, B ou C et le pourquoi de votre choix. Votre avis compte. La certitude de sa mort a ouvert une boîte de Pandore. Qui aurait pu s'en prendre à Béatrice Dupont? Et pourquoi? Les enquêteurs devaient désormais remonter le temps avec une nouvelle perspective. Le 18e arrondissement, ses rues animées, ses habitants, tout était à revoir. Qui avait croisé son chemin ce matin-là? La certitude de sa mort a ouvert une boîte de Pandore. Qui aurait pu s'en prendre à Béatrice Dupont? Et pourquoi? Les enquêteurs devaient désormais remonter le temps avec une nouvelle perspective. Le 18e arrondissement, ses rues animées, ses habitants,
tout était à revoir. Qui avait croisé son chemin ce matin-là? L'inspecteur Leroy, désormais commandante Camille Leroy, 10 ans plus âgée mais avec une détermination intacte, a rouvert le dossier. Chaque procès-verbal, chaque audition de 2008 a été relue. Les archives de la brigade criminelle, dépoussiérées, prenaient un sens nouveau. Le moindre détail, autrefois anodin, était scruté. Combien de détails insignifiants cachent-ils une vérité déchirante? Docteur Élise Moreau, médecin légiste à l'Institut médico-légal de Paris, a mené les analyses approfondies des ossements. Ses conclusions furent sans appel. Des fractures multiples sur le crâne et les côtes. Béatrice Dupont n'était pas morte d'une chute accidentelle. Elle avait été victime d'une violence extrême. L'heure du décès estimée par la dégradation osseuse se situait bien en avril 2008. Quelques jours après sa disparition, au plus tard, ce rapport technique a transformé l'enquête. L'absence de son portefeuille, ses papiers, mais la présence de ses clés de travail prenait désormais un sens macabre. L'agresseur cherchait-il à simuler une fugue? Un geste calculé pour brouiller les pistes, faire croire à un départ volontaire? Le 18e arrondissement redevint le centre de toutes les attentions, non plus comme point de départ d'une fugue, mais comme scène d'un crime. Un nouveau logiciel de cartographie a été utilisé. Il a superposé les données de l'époque, signalement de véhicules, horaire de passage des bus, zone d'ombre. Les 300 témoins de 2008 y étaient recontactés, chaque mot réinterprété à la lumière du drame. Une tâche colossale, mais nécessaire. Un détail ignoré à l'époque a ressurgi. Une voiture sombre, vue stationner de manière inhabituelle, rue Ordener, le 24 avril 2008. Vers 6h45, un simple numéro de plaque, partiellement noté par une voisine âgée, Madame Dubois. L'hypothèse C, celle de l'agression, devenait la seule piste. Mais quel était le mobile? Béatrice Dupont n'avait pas d'argent sur elle. Elle n'avait pas d'ennemis connus. Son quotidien était d'une banalité désarmante. L'inspecteur principal, Marc Delmas, expert en profilage, a rejoint l'équipe. Le profil de la victime indique souvent le profil de l'agresseur, a-t-il souligné. Quelqu'un qui voulait qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Le site de la découverte, une friche industrielle du 19e arrondissement, offrait un indice clé. Qui avait accès à ce genre de lieu, désaffecté et isolé, en 2008? Les entreprises de démolition, les chantiers voisins, les gardiens de l'époque. Une liste de 70 noms fut établie. Chacun devait être interrogé à nouveau, son emploi du temps vérifié. Une course contre la montre, 10 ans après les faits. Dr Moreau a également noté la présence de traces de terre argileuse sur les os de Béatrice. Une terre spécifique, non présente sur le lieu de la découverte dans le 19e. Cette argile correspondait, après analyse, à la composition des sols d'une zone précise du 18e arrondissement. Une zone proche de la rue Ordener, mais aussi d'une ancienne carrière souterraine oubliée du grand public. Un lieu de dissimulation temporaire? Si ces données doivent atteindre plus de gens pour qu'ils soient informés, laissez un like maintenant. Votre soutien donne de la visibilité à ces enquêtes. Les enquêteurs ont alors élargi leurs recherches autour de cette zone argileuse. Des plans cadastraux anciens ont été consultés. Les témoignages des habitants du quartier concernant des bruits étranges ou des véhicules inhabituels entre avril et mai 2008 ont été réexaminés. Une nouvelle vague d'interrogatoires a balayé le 18e. Qui aurait pu vouloir faire disparaître Béatrice Dupont et la cacher dans une carrière souterraine avant de la déplacer? L'enquête a alors pris une tournure inattendue. La plaque partielle, notée par Madame Dubois, a été passée au crible. Des milliers de combinaisons, réduites grâce au modèle de voiture de l'époque et aux couleurs sombres. Un fichier de 12 véhicules a émergé. Parmi eux, une camionnette de livraison. Une camionnette appartenant à une petite entreprise de rénovation basée dans le 17e arrondissement. Coïncidence ou piste sérieuse? Cette entreprise avait eu des chantiers dans le 18e, près de la rue Ordener, au printemps 2008. Et, fait troublant, elle avait également travaillé sur un site de démolition dans le 19e arrondissement, non loin de la friche où les ossements ont été trouvés.
Un homme, un employé de cette entreprise à l'époque, a attiré l'attention des enquêteurs. Son nom, Antoine Mercier. Son casier judiciaire était vierge, mais son emploi du temps, ce 24 avril 2008, était flou. Activez la clochette, la prochaine découverte pourrait vous surprendre. Antoine Mercier, 35 ans, en 2008, était un homme marié, père de 2 enfants. Son profil ne correspondait en rien à celui d'un criminel violent. Pourtant, son emploi du temps ce matin du 24 avril 2008 a été contredit par des témoignages. Un de ses collègues, interrogé à nouveau, a finalement admis avoir vu Mercier nettoyer l'arrière de sa camionnette avec insistance. C'était un nettoyage inhabituel, presque frénétique. Ce détail longtemps ignoré résonnait désormais. Les enquêteurs ont confronté Antoine Mercier avec les preuves, la plaque partielle, les chantiers, le témoignage de son collègue. Et surtout, les analyses du docteur Élise Moreau. Les traces d'argile sur les ossements. Cette terre correspondait à une petite zone proche de l'ancienne carrière souterraine, un lieu qu'Antoine Mercier connaissait bien. Il y avait déchargé des gravats à plusieurs reprises. Le silence de Mercier a commencé à se fissurer. Après des heures d'interrogatoire, face à l'évidence, Antoine Mercier a craqué. Il a avoué. Le 24 avril 2008, alors qu'il effectuait une livraison près de la rue Ordeneur, il a croisé Béatrice Dupont. Il l'a abordée, tentant d'engager la conversation. Une altercation aurait éclaté pour un motif futile qu'il n'a jamais su expliquer. Dans un accès de rage incontrôlé, il l'a frappée violemment, la laissant sans vie. Un geste impulsif, brutal, qui a brisé une vie. Il a transporté le corps de Béatrice dans sa camionnette. Il a d'abord dissimulé les restes dans l'ancienne carrière, recouverte de terre argileuse. Puis, quelques jours plus tard, pris de panique, il a déplacé le corps vers la friche industrielle du 19e arrondissement. Un lieu en pleine démolition, où il espérait que les travaux finiraient par enfouir le secret pour toujours. Il avait agi seul, sans complice, un acte de désespoir motivé par la peur d'être découvert. Antoine Mercier a été arrêté et inculpé pour homicide volontaire. Son procès, en 2019, a été suivi avec émotion par la famille de Béatrice. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La justice, après une décennie d'attente, avait enfin parlé. Ce dénouement, aussi tragique soit-il, a permis de refermer un chapitre douloureux. Il a aussi mis en lumière la vulnérabilité des personnes discrètes, celles dont l'absence peut passer inaperçue, dont la vie peut être brisée dans l'indifférence. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous croyez que raconter ces faits peut aider à la vigilance, laissez un like pour propulser cette vidéo. Inscrivez-vous et commentez la scène qui vous a le plus glacé le sang et le détail technique qui a fait basculer votre théorie. La découverte des ossements, cette terre argileuse, le rapport du docteur Moreau, tout cela a transformé une disparition en une affaire criminelle. Cela montre l'importance des avancées scientifiques dans la résolution des cold cases, offrant une voix au silence. Béatrice Dupont a retrouvé son nom, son histoire, sa dignité. Sa mémoire est honorée. Elle n'est plus une absente. Son cas est un rappel poignant que chaque vie compte, que chaque disparition mérite d'être élucidée. Si vous croyez que raconter cette histoire peut aider quelqu'un, laissez un like pour pousser cette vidéo. L'ombre des absents continuera de chercher la vérité. La semaine prochaine, nous explorerons un mystère gelé dans le temps, au cœur des Alpes. Inscrivez-vous à l'ombre des absents pour ne rien manquer.